Je suis entré le matin de Noël avec mes 2 enfants, portant des cadeaux emballés et espérant passer les premières fêtes paisibles depuis mon divorce. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée familière, décorée d'une guirlande fraîche, mon père, Richard, s'est arrêté au milieu d'une conversation avec ma sœur, Sarah, et son mari, Mike. Il s'est tourné vers moi, une froide désapprobation gravée sur son visage buriné, et a déclaré d'un ton sec, « Tout était paisible jusqu'à ce que tu arrives. » Mon fils de 6 ans, Tommy, a immédiatement baissé le regard vers le parquet poli, ses petites épaules affaissées par la honte. Mon cœur s'est brisé en voyant la réaction de mon petit garçon à la cruauté de son grand-père. Je me suis agenouillé, j'ai embrassé doucement les cheveux bruns et doux de Tommy, et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Alors mon argent s'en va avec moi. Le silence qui a suivi mes paroles semblait suffocant. Sarah s'est agitée inconfortablement sur le canapé en cuir, son pull de Noël semblant soudain trop vif pour l'obscurité qui emplissait la pièce. Mike a fait semblant d'étudier l'écran de son smartphone avec une intensité inhabituelle, souhaitant clairement pouvoir disparaître complètement. Ma fille de 4 ans, Emma, a immédiatement senti la tension et s'est serrée contre ma jambe, ses petits doigts agrippant mon jean avec une force désespérée. Debout dans ce salon que j'avais aidé à rénover 18 mois plus tôt, je réfléchissais à quel point nos dynamiques familiales étaient devenues tordues. L'ironie me brûlait comme de l'acide. Depuis 2 ans, depuis que Richard avait perdu son poste à l'usine de pièces automobiles où il avait travaillé pendant 23 ans, j'étais devenu sa bouée de sauvetage financière. Chaque mois, 1800 $ quittaient mon compte courant pour couvrir son paiement hypothécaire. 400 autres disparaissaient pour maintenir l'électricité, le gaz et l'eau. Les impôts fonciers, les primes d'assurance et ses médicaments sur ordonnance après sa légère crise cardiaque du printemps dernier provenaient tous de mon salaire de chef de chantier. Je travaillais 60 heures par semaine, parfois 70, pour m'assurer que mon père maintenait le style de vie confortable qu'il avait connu toute sa vie d'adulte. Pendant que je conduisais une camionnette de 15 ans avec 200 000 miles au compteur et des sièges usés, Richard profitait de sa maison de 2000 pieds carrés avec le nouveau toit que j'avais financé. La facture de réparation de 12 000 $ avait anéanti la plupart de mes économies d'urgence, mais j'avais priorisé son logement par rapport à ma propre sécurité financière. Tommy se tenait figé à côté du sapin de Noël, ses lumières scintillantes se reflétant dans les larmes qui se formaient dans ses jeunes yeux. Emma continuait de s'accrocher à moi, son esprit innocent incapable de comprendre pourquoi grand-père était méchant avec papa le matin de Noël. Ses enfants avaient déjà enduré assez de douleur en voyant leur mère lutter contre la dépendance et le mariage de leurs parents s'effondrer. Ils méritaient mieux que d'être témoins de l'hostilité inexplicable de leur grand-père. Les cadeaux coûteux que j'avais soigneusement sélectionnés gisaient en piles colorées sous l'arbre. La télévision de 65 pouces que j'avais achetée pour Richard trônait dans le coin, toujours dans son emballage d'origine. La console de jeu pour Tommy, les fournitures d'art pour Emma, les bijoux pour Sarah et les outils pour Mike représentaient des semaines de travail supplémentaire et de budgétisation minutieuse. Chaque cadeau reflétait mon désir d'apporter de la joie à notre famille fracturée pendant la période des fêtes. Mais en regardant l'expression sévère de mon père et la posture blessée de mes fils, j'ai réalisé que ma générosité s'était en quelque sorte transformée en ressentiment. L'homme que j'avais soutenu financièrement sans poser de questions traitait maintenant mes cadeaux comme un fardeau, mes enfants comme des intrus malvenus dans une maison que je payais littéralement pour entretenir. J'ai commencé à rassembler méthodiquement les cadeaux que j'avais apportés, les remettant dans leur sac de course avec une détermination calme. Richard regardait depuis son fauteuil inclinable, la mâchoire serrée dans un défi obstiné, croyant apparemment que je faisais des menaces en l'air. Sarah a finalement pris la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Jacques, peut-être devrions-nous tous nous calmer et profiter de Noël ensemble. » J'ai continué à ramasser les cadeaux, mes mouvements délibérés et sans hâte. Les nouveaux manteaux d'hiver pour les enfants, le bourbon coûteux pour Richard, le chèque cadeau pour un spa pour Sarah. Chaque article représentait des heures de mon travail, des sacrifices que j'avais faits volontairement par amour et par obligation familiale. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, mes efforts avaient créé un environnement où mon père se sentait en droit de m'humilier devant mes enfants. Quand j'ai ramassé la boîte de la télévision, Richard a finalement bougé. Il m'a suivi vers la porte d'entrée, ses pantoufles traînant sur le parquet que j'avais aidé à refaire 2 étés auparavant. « Qu'est-ce que tu crois faire exactement, Jacques ?» Sa question flottait dans l'air froid de décembre alors que je chargeais la télévision dans la benne de ma camionnette. Tommy et Emma regardaient depuis l'embrasure de la porte, la confusion remplaçant leur excitation antérieure du matin de Noël. Je leur avais promis de merveilleuses vacances avec leur grand-père, leur tante et leur oncle. Au lieu de cela,
il assistait à la destruction de relations sur lesquelles il comptait pour leur stabilité. Je reprends mes cadeaux avec moi, papa, ainsi que tout le reste que je fournis. La prise de conscience commençait à poindre dans ses yeux, mais sa fierté l'empêchait de reculer. 20 ans à être le patriarche de la famille, à prendre des décisions et à attendre l'obéissance ne l'avait pas préparé à ce moment de responsabilité. Richard avait passé des mois à se plaindre de ma présence aux réunions de famille, malgré le fait que mes contributions financières maintenaient son ménage à flot. Il critiquait mon rôle de parent, remettait en question mon éthique de travail et faisait des commentaires subtils sur mon divorce comme preuve de mes défauts de caractère. Pourtant, lorsque les paiements hypothécaires arrivaient à échéance, lorsque les appareils électroménagers devaient être remplacés, lorsque les factures médicales arrivaient, j'étais toujours son premier appel. Cette dynamique tordue avait créé une prison pour nous deux. Je me sentais piégé par la responsabilité et la culpabilité, tandis qu'il se sentait diminué par la dépendance. Au lieu d'aborder honnêtement notre frustration mutuelle, nous avions laissé le ressentiment empoisonner ce qui aurait dû être une interdépendance reconnaissante. Mais voir la honte de Tommy et la peur d'Emma a tout cristallisé pour moi. Le bien-être émotionnel de mes enfants importait plus que de préserver une paix familiale dysfonctionnelle. Ils avaient besoin de voir leur père défendre sa dignité et son respect, et non accepter des abus pour éviter les conflits. Alors que je fixais la télévision dans la benne de ma camionnette, Richard s'est approché. Sa voix est tombée à un murmure urgent. La réalité de la perte de son soutien financier commençait à pénétrer sa façade obstinée. « Attends une minute, mon fils. » La conversation qui a suivi dans l'allée de mon père a changé tout ce que je pensais savoir sur nos relations familiales. Ce qui a commencé par Richard exigeant une explication de mes actions s'est rapidement transformé en révélations qui m'ont laissé sous le choc de la trahison et de la douleur. « Tu ne peux pas simplement prendre ces cadeaux et partir », a insisté Richard, son souffle visible dans l'air glacial du matin. « Les enfants s'attendent à passer Noël ici. Sarah cuisine depuis hier. » J'ai fixé le dernier des cadeaux dans ma camionnette et je me suis tourné pour lui faire face. « Les enfants s'attendent au respect pour leur père, quelque chose que tu ne sembles pas pouvoir fournir. » Le respect ? Le rire de Richard était amer et creux. « Tu arrives ici en agissant comme si tu étais le propriétaire parce que tu aides un peu avec les factures. » Aider un peu. L'expression m'a frappé comme un coup physique. « Papa, je paie ton hypothèque. Je paie tes factures de services publics. J'ai payé pour ton toit, ta chaudière, tes frais médicaux. Je t'ai empêché de perdre cette maison. » Sarah est apparue à la porte, portant toujours son tablier de Noël, son visage pâle d'une détresse évidente. Elle s'est approchée lentement de nous, s'enveloppant dans ses bras contre le froid. « Jacques, s'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça. »« Vraiment, Sarah ? » Parce que je commence à me demander ce qui se passe exactement dans mon dos. L'expression de ma sœur s'est effondrée, et j'ai su immédiatement qu'elle possédait des informations qu'elle cachait. Le regard coupable dans ses yeux a confirmé des soupçons que je réprimais depuis des mois. « Dis-lui, dis-je doucement. Dis-moi ce qui se passe vraiment. » Sarah a regardé entre Richard et moi, clairement tiraillée entre ses loyautés. Le regard perçant de Richard l'a avertie de rester silencieuse, mais la tension avait atteint un point de rupture où la vérité ne pouvait plus être contenue. « Papa a raconté à tout le monde que le problème, c'était toi », a-t-elle finalement murmuré. À Thanksgiving, quand tu n'as pas pu venir parce qu'Emma était malade, il a dit à tous les oncles et tantes que tu es un profiteur ingrat qui ne se présente que quand il a besoin de quelque chose. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Quoi ? Il a dit que tu avais abandonné tes enfants avec Jennifer et que tu vivais de manière irresponsable. Il leur a dit que tu lui demandais toujours de l'argent et que tu ne contribuais jamais à rien pour la famille. J'ai regardé Richard, attendant un démenti, une explication, n'importe quoi qui donnerait un sens à des mensonges aussi flagrants. Au lieu de cela, il a croisé les bras sur la défensive et a détourné le regard. Il a dit à oncle Frank et tante Carole que tu es un mauvais père qui ne s'occupe pas correctement de ses enfants, a poursuivi Sarah, sa voix se brisant. Tout le monde t'a évité lors des réunions parce qu'il pense que tu te sers de la famille. La trahison était si complète, si systématique que j'ai eu du mal à la traiter. Pendant des mois, j'avais remarqué que les membres de la famille élargie étaient plus froids envers moi, que les conversations se terminaient quand j'approchais, que les invitations se faisaient moins fréquentes. J'avais attribué leur comportement à un malaise face à mon divorce, et non à un empoisonnement délibéré de ma réputation. Pourquoi, ai-je demandé à Richard. Pourquoi détruirais-tu mes relations avec tout le monde ?
Parce que j'en ai marre d'être traité comme un cas de charité, a-t-il répliqué. Tu penses que ton argent te rend meilleur que tout le monde. Tu penses que ça te donne le droit de juger comment je vis ma vie. Je ne t'ai jamais jugé. Je t'ai aidé parce que je t'aime, parce que maman m'a fait promettre de prendre soin de toi. À la mention de ma mère, Sarah s'est complètement effondrée. C'est la pire partie, Jacques. Maman nous a spécifiquement demandé à tous de nous soutenir les uns les autres après son départ. Elle était si inquiète que papa soit seul, que la famille se désagrège. Elle t'a fait promettre de l'aider financièrement parce qu'elle savait que tu étais le plus stable, mais elle m'a aussi fait promettre quelque chose. J'ai attendu, redoutant ce qui allait suivre. Elle m'a fait promettre de m'assurer que papa appréciait tes sacrifices et te traitait avec respect. Je l'ai complètement trahi. J'ai regardé papa salir ta réputation pendant des mois et je n'ai rien dit parce qu'il a menacé de me déshériter de son testament si je te défendais. La manipulation était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Richard avait non seulement menti à mon sujet aux membres de la famille élargie, mais il avait aussi utilisé des menaces financières pour assurer le silence et la conformité de Sarah à son faux récit. Chaque réunion de famille depuis 1 an, a poursuivi Sarah à travers ses larmes. Il t'a dépeint comme le méchant. Oncle Frank m'a demandé en privé si c'était vrai que tu ne payais pas de pension alimentaire. Cousine Bette a dit qu'elle n'arrivait pas à croire à quel point tu étais devenu égoïste depuis le divorce. Tante Carole a même remercié papa d'être un grand-père si responsable puisque tu ne semblais pas assumer ton rôle de père. J'ai pensé aux regards confus, aux conversations écourtées, à la façon dont les membres de la famille avaient progressivement cessé de m'inclure dans les discussions de planification des fêtes. Mes propres parents avaient été convaincus que j'étais un père profiteur qui négligeait ses enfants et exploitait la générosité de son père. La vérité est tout le contraire, dis-je, ma voix stable malgré la fureur qui montait en moi. J'ai la garde principale parce que Jennifer a lutté contre la dépendance pendant notre mariage. Je fais des doubles gardes pour subvenir aux besoins de mon foyer et du tien. J'ai sacrifié ma propre stabilité financière pour m'assurer que papa ne manque jamais un paiement d'hypothèque ou ne se passe de médicaments. Le visage de Richard est devenu rouge de colère et d'embarras. Être confronté à la réalité de ses mensonges devant Sarah lui a enlevé la capacité de maintenir son faux récit. Tu veux de la gratitude pour faire ce que tout fils décent devrait faire, a-t-il exigé. Je veux de l'honnêteté. Je veux que mes enfants soient traités avec gentillesse. Je veux que ma famille connaisse la vérité sur le genre de père et de fils que je suis réellement. Sarah pleurait maintenant, le poids de mois de complicité s'abattant sur elle. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire la vérité à tout le monde. Mais papa a dit que si je contredisais ces histoires, il laisserait tout à des œuvres de charité et nous couperait complètement les vivres à tous les deux. Le mari de Mike est au chômage et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre héritage. Le tableau complet s'est dessiné comme une photographie se développant au ralenti. Richard avait utilisé son testament, sa maison et son influence comme des armes pour contrôler le récit familial. Il avait systématiquement détruit ma réputation tout en bénéficiant de mon soutien financier, créant une situation où j'étais à la fois essentiel à sa survie et détesté pour mon rôle dans le maintien de son style de vie. Mais la réalisation la plus dévastatrice était encore à venir. Alors que Sarah essuyait ses larmes et me regardait avec un plaidoyer désespéré, elle a révélé l'information qui transformerait mes instincts protecteurs en quelque chose approchant la rage. Jacques, il y a autre chose. Quelque chose de pire. Je me suis préparé, sachant que ce qui allait suivre franchirait une ligne de non-retour. Papa a rencontré Jennifer. Les mots sont restés en suspens entre nous comme une sentence de mort. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que les implications de ce que Sarah venait de révéler commençaient à s'infiltrer. Richard avait secrètement rencontré mon ex-femme, la femme dont la dépendance avait détruit notre mariage et mis mes enfants en danger. Que veux-tu dire par il a rencontré Jennifer, ai-je demandé, ma voix à peine contrôlée. Sarah a jeté un coup d'œil à Richard, qui était devenu complètement pâle, son assurance s'évaporant alors que son secret le plus dangereux était exposé. Dis-moi tout, ai-je exigé. Tout de suite. Il l'appelle depuis des mois, a admis Sarah. Depuis que tu as obtenu la garde principale. Il lui a dit qu'il pourrait l'aider à récupérer les enfants si elle voulait réessayer. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. L'arrangement de la garde avait été traumatisant pour toutes les personnes impliquées, mais il avait été nécessaire. La consommation d'alcool de Jennifer avait augmenté au point où elle s'évanouissait en gardant les enfants. J'avais trouvé Emma seule dans la baignoire pendant que Jennifer dormait après une beuverie dans la chambre.
Le juge m'avait accordé la garde principale avec des visites supervisées pour Jennifer jusqu'à ce qu'elle termine un traitement et maintienne sa sobriété. Quoi, ai-je murmuré. Papa a dit à Jennifer que tu es financièrement instable et émotionnellement abusif envers Tommy et Emma. Il a dit qu'il témoignerait que tu ne t'occupes pas correctement d'eux, que tu les laisses trop souvent seuls, que tu ne les nourris pas correctement. Chaque mot était comme un couteau qui se tordait plus profondément. Mon père avait monté un dossier contre ma capacité parentale tout en acceptant simultanément mon soutien financier pour sa propre survie. Il a pris des photos, a poursuivi Sarah, sa voix se brisant. Des photos des enfants quand ils ont l'air fatigués ou contrariés. Il prétend que c'est la preuve que tu ne t'occupes pas correctement d'eux. Le week-end dernier, quand tu les as amenés après le match de football de Tommy, il a pris des photos de l'air en sueur et sale et a dit que cela prouvait que tu ne maintenais pas leur hygiène. Je me suis souvenu de cet après-midi. L'équipe de Tommy avait joué dans des conditions boueuses et les deux enfants étaient épuisés d'avoir couru dans la chaleur. Ils étaient heureux et excités de raconter à leur grand-père le match, mais j'avais remarqué que Richard agissait étrangement, s'éloignant pour utiliser son téléphone à plusieurs reprises. Il a aussi coaché Tommy, a murmuré Sarah, et cette révélation m'a frappé le plus durement. Il lui a appris à dire des choses négatives sur le fait de vivre avec toi, lui posant des questions suggestives pour savoir si papa le rendait parfois triste ou effrayé. Soudain, tout le comportement récent de Tommy a pris un sens horrible. Le garçon de 6 ans était devenu renfermé et anxieux ces dernières semaines, posant des questions étranges pour savoir si je l'aimais, s'il était assez sage, s'il allait devoir retourner vivre avec maman. J'avais attribué sa régression émotionnelle à un ajustement normal post-divorce, mais c'était en fait le résultat d'une manipulation psychologique systématique par son propre grand-père. Jennifer doit déposer une demande de garde exclusive le lendemain de Noël, a dit Richard doucement, parlant pour la première fois depuis que Sarah avait commencé à révéler ses manigances. J'ai déjà fourni une déclaration sous serment détaillant tes échecs en tant que père. La chronologie s'est cristallisée avec une clarté écœurante. Richard avait prévu de profiter du dîner et des cadeaux de Noël financés par mon travail, puis de soutenir une action en justice conçue pour m'enlever mes enfants. Il avait joué un jeu à long terme, sapant ma parentalité tout en bénéficiant de mes sacrifices financiers. Tu as menti aux membres de la famille sur mon caractère tout en travaillant secrètement à détruire ma relation avec mes enfants, dis-je, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Tout en vivant dans une maison que je paie, en mangeant de la nourriture que j'aide à fournir, en profitant de confort que je rends possible. Ces enfants appartiennent à leur mère, a répondu Richard, tentant de justifier sa trahison. Un homme qui ne peut même pas maintenir son propre mariage ne devrait pas être digne de confiance avec des enfants. La cruauté de cette déclaration, prononcée le matin de Noël alors que mes enfants confus attendaient à l'intérieur, a révélé la profondeur du ressentiment et de la manipulation de Richard. Il avait utilisé mon divorce, mes difficultés financières et même le bien-être de mes enfants comme des armes pour servir son besoin psychologique de reprendre le contrôle et la supériorité dans notre relation. J'ai regardé Tommy par la fenêtre, toujours debout à côté du sapin de Noël, la tête baissée, et Emma pressée contre la vitre, nous regardant nous disputer. Ces enfants innocents étaient devenus des pions dans le jeu tordu de vengeance de leur grand-père contre des offenses imaginaires et une fierté blessée. Jennifer a accepté ça? Ai-je demandé à Sarah. Elle a peur, a admis Sarah. Papa l'a convaincu que tu prévois de déménager loin et de l'empêcher de voir les enfants. Il lui a dit que tu disais des choses terribles sur elle à Tommy et Emma, les retournant contre leur mère. Plus de mensonges, plus de manipulation. La vérité était que j'encourageais les enfants à maintenir une relation aimante avec Jennifer pendant qu'elle travaillait sur sa sobriété. Je n'avais jamais rien dit de négatif sur leur mère en leur présence, comprenant à quel point cela serait dommageable pour leur développement émotionnel. Richard avait créé des griefs fictifs des deux côtés, convainquant Jennifer que j'aliénais les enfants d'elle tout en montant simultanément un dossier prouvant que j'étais un père inapte. Son plan exigeait qu'il soit la solution à des problèmes qu'il avait inventés, se positionnant comme le grand-père inquiet, protégeant tout le monde de mes prétendues défaillances. Le dépôt de la demande est prévu pour demain? Ai-je demandé. Jeudi matin, a confirmé Richard. L'avocat de Jennifer estime que la déclaration sous serment et les photographies fournissent des preuves suffisantes pour une modification d'urgence de la garde. J'ai pensé aux frais de justice, au traumatisme pour les enfants, aux dommages potentiels à leur sentiment de sécurité et de stabilité. Même si la requête de Jennifer échouait, le processus ferait subir à Tommy et Emma une autre évaluation douloureuse de leur situation de vie. Ils seraient interrogés par des travailleurs sociaux, peut-être séparés de moi temporairement,
certainement forcés d'affronter une fois de plus l'instabilité de leur structure familiale, tout cela parce que leur grand-père avait choisi de détruire leur père plutôt que d'apprécier ses sacrifices. Mais alors que je me tenais là, dans l'air froid du matin, absorbant toute l'étendue de la trahison de Richard, j'ai réalisé que quelque chose de crucial avait changé en moi. L'homme qui m'avait élevé, qui m'avait enseigné la responsabilité et la loyauté familiale, avait systématiquement violé chaque principe qu'il prétendait représenter. Il avait perdu tout droit à ma protection, à mon soutien ou à ma considération. Le temps de préserver une fausse paix à tout prix était révolu. Mes enfants avaient besoin de voir leur père se battre contre l'injustice, peu importe qui la perpétrait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes contacts à la recherche du numéro du service client de ma banque. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Richard, soudainement nerveux. « J'appelle ma banque », ai-je répondu calmement. Il est temps d'annuler certains paiements automatiques. Ce qui s'est passé ensuite a été les 15 minutes les plus décisives de ma vie d'adulte. Debout dans cette allée, le téléphone collé à l'oreille, j'ai systématiquement démantelé la fondation financière qui avait permis la trahison et la manipulation de Richard. Service client de la First National Bank, ici Amanda. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois annuler plusieurs paiements automatiques immédiatement, dis-je, ma voix calme et professionnelle malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. L'expression de Richard est passée du défi à l'alarme alors qu'il réalisait que j'étais sérieux au sujet de couper sa bouée de sauvetage financière. Il a tendu la main vers mon téléphone, mais je me suis éloigné, poursuivant ma conversation avec la représentante de la banque. Je dois annuler le paiement hypothécaire automatique à Richard Thornton, numéro de compte. J'ai récité les informations de mémoire, ayant mis en place ces paiements lors d'un moment de crise 2 ans plus tôt, lorsque Richard faisait face à une saisie. Monsieur, je vois que ce paiement est prévu pour demain, 26 décembre. Souhaitez-vous que j'arrête également ce paiement? Oui, annulez celui-là et tous les futurs paiements à ce compte. Richard gesticulait frénétiquement, articulant le mot « non » à plusieurs reprises, mais je continuais méthodiquement à détruire les arrangements financiers qui avaient maintenu son style de vie confortable. Je dois également annuler les paiements automatiques à Atlantic Energy, numéro de compte. Le paiement de la compagnie d'électricité qui avait gardé ses lumières allumées pendant 2 hivers. Et le paiement automatique à la City Water Works. Le service public qui assurait des douches chaudes et de la vaisselle propre. Sarah regardait avec une horreur croissante alors qu'elle commençait à calculer les implications financières. Sans mon soutien, Richard serait en défaut de paiement de son hypothèque dans les 30 jours, perdrait ses services publics dans les 2 semaines et ferait face à une catastrophe financière immédiate. Enfin, je dois annuler le paiement automatique à la First Credit Union pour le prêt automobile numéro. Le paiement de la voiture pour la berline que Richard conduisait à ses rendez-vous chez le médecin et pour faire les courses. Tous les paiements ont été annulés avec succès, Monsieur Thornton. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? C'est tout. Merci de votre aide. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement ouvert mon application bancaire pour confirmer les annulations. 6 paiements automatiques totalisant près de $3 000 par mois étaient maintenant terminés. L'argent qui avait quitté mon compte pendant 24 mois consécutifs resterait désormais disponible pour les besoins de mes enfants et ma propre reprise financière. Richard a regardé l'écran de mon téléphone alors que je lui montrais les numéros de confirmation pour chaque annulation. La réalité de sa situation commençait à pénétrer son choc et son déni. « Tu ne peux pas être sérieux à ce sujet, dit-il, la voix tremblante. Je ne peux pas me permettre ces paiements seuls. Tu aurais dû y penser avant de décider de détruire ma relation avec mes enfants, ai-je répondu. Laisse-moi te détailler exactement ce que tu as pris pour acquis. J'ai sorti un petit carnet de la boîte à gants de ma camionnette où je suivais les dépenses familiales à des fins fiscales et j'ai commencé à lire les chiffres à voix haute. Paiement hypothécaire mensuel, $1 825. Facture d'électricité moyenne, $215. Facture de gaz moyenne, $130. Eau et égout, $78. Paiement de la voiture, $349. Cela fait $2797 chaque mois. Sarah a fait un calcul mental rapide et a halté. Jacques, c'est plus de $33 000 par an. Plus près de 34 000, ai-je confirmé. Plus les dépenses uniques. La réparation du toit au printemps dernier, $12 400. Le remplacement de la chaudière il y a 18 mois, $8 200. Les factures médicales après ton épisode cardiaque, $6 700.
Les nouveaux appareils électroménagers lorsque la cuisine a été inondée, 4 900 $. Les chiffres peignaient un tableau saisissant de dépendance financière que Richard s'était en quelque sorte convaincu d'oublier ou de minimiser. Il vivait bien au-delà de ses allocations de chômage et de ses revenus de la sécurité sociale, maintenant un style de vie de classe moyenne entièrement grâce à mes subventions. Je couvre également les impôts fonciers, ai-je poursuivi. 4 600 $ par an. L'assurance habitation, 2 800 $. Même tes médicaments sur ordonnance que Medicare ne couvre pas, environ 200 $ par mois. Richard devenait visiblement pâle alors que la réalité mathématique de sa situation s'imposait. Sans mon soutien, ses dépenses mensuelles dépassaient ses revenus de plus de 2000 $. Il ferait face à un effondrement financier immédiat. Au cours des 2 dernières années, j'estime vous avoir fourni environ 85 000 $ en soutien direct, dis-je. De l'argent que j'ai gagné en faisant des heures supplémentaires, en sacrifiant ma propre sécurité financière, en reportant l'entretien de ma propre maison, en conduisant une camionnette de 15 ans et en limitant les activités de mes enfants pour que vous soyez à l'aise. L'ampleur de mes sacrifices était stupéfiante même pour moi, une fois exposé si clairement. Je soutenais essentiellement 2 ménages avec le salaire d'un chef de chantier, ce qui avait nécessité une budgétisation minutieuse, un travail supplémentaire constant et d'importantes privations personnelles. Pendant que je faisais cela, ai-je poursuivi, tu disais à notre famille élargie que je suis un profiteur qui ne contribue jamais à rien. Tu photographiais mes enfants pour monter un dossier de garde contre moi. Tu coachais Tommy pour qu'il dise des choses négatives sur son père. Tu rencontrais secrètement Jennifer pour l'aider à m'enlever mes enfants. Sarah pleurait de nouveau, submergée par l'ampleur des sacrifices financiers que j'avais faits et la cruauté avec laquelle Richard avait récompensé ma générosité. « Papa, comment as-tu pu faire ça ?» lui a-t-elle demandé. « Jacques t'a empêché de tout perdre, et tu as essayé de détruire sa vie. » La réponse de Richard a révélé la complexité psychologique derrière sa trahison. « Je n'ai jamais demandé sa charité », a-t-il dit sur la défensive. « Je ne voulais pas dépendre de mon fils pour survivre. Ça me faisait sentir comme un échec, comme un homme diminué. Alors au lieu d'être reconnaissant ou de travailler pour améliorer ta situation, tu as décidé de faire de moi le méchant, dis-je. Tu as transformé mon aide en preuve de ta victimisation. Je détestais avoir besoin de toi, a-t-il admis. Chaque fois que ce paiement d'hypothèque sortait de ton compte, je me sentais diminué. Chaque facture de service public que tu payais me faisait sentir comme un enfant dont un parent s'occupe. La psychologie était claire, mais inexcusable. La fierté blessée de Richard avait transformé la gratitude en ressentiment, la dépendance en hostilité et la loyauté familiale en trahison systématique. Plutôt que d'aborder honnêtement ses sentiments ou de travailler à retrouver son indépendance financière, il avait choisi de détruire ma réputation et mes relations comme moyen de rééquilibrer psychologiquement la balance. Mais comprendre sa motivation n'excusait pas les dommages qu'il avait causés ni ne changeait la réalité de ce qui devait se passer ensuite. « Vérifie tes comptes », lui ai-je dit. « Vois par toi-même que l'argent est parti. » Richard a sorti son propre téléphone et s'est connecté à son application bancaire. La couleur a quitté son visage alors qu'il voyait le solde de son compte courant et l'absence de dépôt en attente qui avait été automatiquement programmé pour le lendemain. « Jacques, s'il te plaît, dit-il, la voix brisée. Je ne peux pas survivre sans ton aide. Je vais perdre la maison, la voiture, tout. Tu perdras exactement ce que tu étais prêt à me coûter, ai-je répondu. Mes enfants, ma réputation, ma tranquillité d'esprit, ma relation avec notre famille élargie. Le renversement a été rapide et complet. L'homme qui m'humiliait devant mes enfants 30 minutes plus tôt suppliait maintenant la pitié financière qu'il avait prise pour acquise tout en sabotant activement ma vie. Mais sa panique financière n'était que le début du règlement de compte qui allait se produire. La décision d'exposer les mensonges de Richard à notre famille élargie a été spontanée, mais nécessaire. Debout dans cette allée, le regardant paniquer pour son avenir financier pendant que mes enfants attendaient à l'intérieur, confus et blessés, j'ai réalisé que sa manipulation avait empoisonné des relations que j'appréciais profondément. Si je voulais reconstruire ma réputation et protéger mes enfants de nouveaux dommages psychologiques, la vérité devait se répandre aussi systématiquement que ces mensonges l'avaient fait. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai trouvé le numéro de l'oncle Frank. En tant que frère aîné de Richard et patriarche officieux de notre famille élargie, l'opinion de Frank avait un poids significatif auprès des tantes, oncles et cousins. Si Richard avait convaincu Frank que j'étais irresponsable et ingrat, ses croyances avaient probablement influencé la perception de tout le monde à mon égard.
Oncle Frank, c'est Jacques. Je sais que c'est le matin de Noël, mais je dois te dire quelque chose d'important sur ce qui se passe dans notre famille. Richard a de nouveau essayé d'attraper mon téléphone, mais je me suis éloigné davantage. Ma voix portait clairement dans l'air froid. Sarah est restée figée entre nous, tiraillée entre la protection de son père et le soutien de la vérité. Je t'appelle pour te faire savoir que je viens de découvrir que papa ment à la famille à mon sujet depuis des mois. Les histoires selon lesquelles je suis irresponsable et ne contribue pas à la famille sont complètement fausses. La voix de Frank était immédiatement concernée. Que veux-tu dire, mon fils? Depuis 2 ans, je paie l'hypothèque de papa, ses factures de services publics, le paiement de sa voiture et ses frais médicaux. J'ai dépensé plus de 80 000 $ pour l'empêcher de perdre sa maison. Pendant que je faisais cela, il racontait à tout le monde que je suis un profiteur qui ne se présente que quand j'ai besoin de quelque chose. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes avant que Frank n'explose. Il nous a dit que tu lui demandais constamment de l'argent et que tu ne le remboursais jamais. Il a dit que tu avais abandonné tes enfants avec ton ex-femme et que tu vivais de manière irresponsable. Oncle Frank, j'ai la garde principale de Tommy et Emma parce que Jennifer a lutté contre la dépendance. Je travaille 60 à 70 heures par semaine pour subvenir aux besoins de mon foyer et de celui de papa. Je ne lui ai pas demandé un sou depuis plus de 2 ans. Fils de... Frank s'est repris en se souvenant que c'était le matin de Noël. Jacques, ça explique tellement de choses. Nous nous demandions tous comment Richard pouvait se permettre son style de vie avec le chômage et la sécurité sociale, et nous ne comprenions pas pourquoi tu semblais si distant lors des réunions de famille. J'étais distant parce que tout le monde me traitait comme si je me servais de la famille, ai-je expliqué. Maintenant, je sais pourquoi. La colère de Frank montait alors qu'il traitait les implications. Ce menteur. Jacques, je te dois de plates excuses. Nous tous. Richard m'a emprunté 5 000 $ il y a 6 mois, prétendant que tu refusais de l'aider avec ses frais médicaux. Il a dit que tu étais égoïste et irresponsable avec l'argent. Un autre mensonge, une autre manipulation. Richard avait emprunté de l'argent à l'oncle Frank en utilisant mon prétendu refus d'aider comme justification, alors que la réalité était que j'avais déjà payé toutes ses factures médicales en totalité. Où est allé cet argent, Frank? Ai-je demandé, soupçonnant que la réponse serait révélatrice. Il a dit qu'il l'utilisait pour des factures médicales, mais Carole l'a vu au casino à Atlantic City le mois dernier. Elle a trouvé étrange qu'il puisse se permettre de jouer alors qu'il était censé avoir des difficultés financières. Le schéma de tromperie était encore pire que je ne l'avais imaginé. Richard avait non seulement menti sur mon caractère pour manipuler les relations familiales, mais il avait aussi utilisé ses mensonges pour extorquer de l'argent à d'autres parents, de l'argent qu'il avait ensuite gaspillé au jeu et pour ses loisirs. Je dois appeler tout le monde, ai-je dit à Frank. Ça a trop duré, et la vérité doit éclater. Fais-le, mon fils. Et Jacques, je suis fier de toi d'avoir pris soin de ton père, même quand il ne le méritait pas. Ça montre un vrai caractère. La validation de l'oncle Frank m'a donné la force de continuer à passer les appels difficiles. J'ai ensuite contacté tante Carole, expliquant la réalité financière et les mensonges systématiques de Richard sur mon caractère et ma parentalité. Oh, mon Dieu, Jacques, a-t-elle dit après avoir entendu la vérité. J'ai eu si pitié de Richard, pensant que tu profitais de lui. Il a brossé un tel tableau de toi comme étant irresponsable et exigeant. Je l'ai même remercié le mois dernier d'être un si bon grand-père puisque tu ne semblais pas assumer ton rôle de père. La douleur d'apprendre à quel point Richard avait détruit ma réputation était intense, mais aussi motivante. Chaque conversation révélait une nouvelle couche de manipulation, une autre relation familiale qui avait été empoisonnée par ses mensonges. Il a emprunté de l'argent à Frank, prétendant que je refusais de l'aider avec les frais médicaux, ai-je dit à Carole. Mais j'ai payé toutes les dépenses médicales qu'il a eues depuis 2 ans. Ce serpent, a dit Carole sans détour. Jacques, je veux que tu saches que plusieurs d'entre nous s'inquiétaient des histoires de Richard. Elles n'ont jamais tout à fait collé, surtout en connaissant ta mère et la façon dont elle vous a élevés, les garçons. Mais nous ne voulions pas le questionner directement parce qu'il semblait si contrarié par la situation. J'ai passé l'heure suivante à appeler systématiquement des cousins, des tantes et des oncles, expliquant la vérité sur mon soutien financier à Richard et les mensonges qu'il avait répandus sur mon caractère et ma parentalité. Chaque conversation était à la fois douloureuse et libératrice, révélant l'étendue des dégâts tout en commençant le processus de réparation. La cousine Bette était mortifiée.
Jacques, je suis tellement désolé. Papa nous a dit que tu étais devenu égoïste et irresponsable depuis ton divorce. Nous pensions que tu profitais de la gentillesse de l'oncle Richard. Je n'avais aucune idée que c'était toi qui le soutenais. Il a essayé de monter un dossier de garde contre moi avec mon ex-femme, ai-je expliqué, en utilisant des mensonges sur ma parentalité et ma stabilité financière. C'est horrible, a répondu Bette. Écoute, mon mari travaille en droit de la famille. Si tu as besoin de références de moralité ou de témoignages sur la manipulation de Richard, nous te fournirons tout le soutien dont tu as besoin. L'offre de soutien juridique était inattendue et profondément significative. Alors que je continuais à passer des appels, des offres similaires ont émergé de membres de la famille qui se sentaient coupables de leur traitement envers moi et en colère contre la tromperie de Richard. L'oncle Pet a proposé d'écrire une déclaration détaillée sur les mensonges de Richard et mon vrai caractère. Le cousin d'Annie, qui travaillait comme travailleur social, s'est porté volontaire pour fournir un témoignage professionnel sur les dommages psychologiques que Richard avait causés en manipulant mes enfants. Tante Linda a dit qu'elle appellerait directement Jennifer pour lui expliquer ce que Richard avait vraiment fait et pourquoi ses déclarations sur ma parentalité étaient fausses. Au moment où j'ai terminé les appels, Richard était assis sur les marches de son Porsche, la tête entre les mains, l'ampleur de l'effondrement de ses mensonges l'accablant. Sarah était rentrée à l'intérieur pour réconforter mes enfants, qui étaient confus sur la raison pour laquelle le matin de Noël s'était transformé en un tel désastre. Ils m'appellent tous, a dit Richard doucement. Tous ceux à qui tu viens de parler, ils sont en colère, Jacques. Vraiment en colère. Ils devraient être en colère, ai-je répondu. Tu leur as menti à mon sujet, tu as emprunté de l'argent sous de faux prétextes et tu as manipulé leur relation avec leur propre neveu. Franck a dit que toute la famille vient plus tard aujourd'hui pour me parler, a poursuivi Richard. Carole a dit qu'elle voulait récupérer son argent. Pet m'a traité de honte pour la mémoire de maman. Les conséquences se déroulaient rapidement, mais ce sont des conséquences que Richard avait méritées par des mois de tromperie et de trahison systématique. Les relations familiales qu'il avait empoisonnées se retournaient maintenant contre lui alors que la vérité émergeait. Mais l'appel le plus important était encore à venir, et il déterminerait si la manipulation de Richard avait endommagé de manière permanente ma relation avec mes enfants. L'appel téléphonique qui a tout changé est arrivé à 14h30 cet après-midi-là. Le nom de Jennifer est apparu sur mon identifiant d'appel alors que j'aidais Tommy et Emma à comprendre pourquoi nous avions quitté la maison de grand-père si soudainement. Il posait des questions difficiles sur les relations familiales et les traditions de Noël, des questions qui me brisaient le cœur car leur confiance innocente avait été utilisée comme une arme contre leur propre bien-être. Jacques, c'est Jennifer. Nous devons parler. Sa voix semblait différente de ce à quoi je m'attendais, moins conflictuelle, et plus confuse qu'hostile. Je suis entré dans la cuisine pendant que les enfants regardaient un film de Noël dans le salon, ayant besoin d'intimité pour ce que je soupçonnais être une conversation cruciale. Je viens de raccrocher avec ta tante Carole, a poursuivi Jennifer. Elle m'a dit des choses sur ton père que je dois comprendre. Mon cœur a commencé à s'emballer alors que je réalisais les implications. Carole avait tenu sa promesse de contacter directement Jennifer et de lui expliquer la vérité sur la manipulation de Richard. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ai-je demandé avec précaution. Elle a dit que ton père nous a menti à tous les deux, que tu le soutiens financièrement depuis 2 ans alors qu'il disait à tout le monde que tu es irresponsable, que les histoires selon lesquelles tu es un mauvais père sont fausses. Je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix, la confusion de quelqu'un dont la réalité avait été soudainement bouleversée. La manipulation de Richard avait été si systématique que même Jennifer avait été convaincue de son faux récit sur mon caractère et ma parentalité. C'est vrai, ai-je confirmé. Papa a travaillé pour retourner la famille contre moi pendant que je payais ses factures. Il a coaché Tommy pour qu'il dise des choses négatives sur le fait de vivre avec moi. Oh mon Dieu, a murmuré Jennifer. Jacques, je suis tellement désolé. Je pensais. Il m'a convaincu que tu prévoyais de déménager loin avec les enfants. Il a dit que tu les empoisonnais contre moi, qu'ils avaient peur de me rendre visite. L'ampleur des mensonges de Richard était encore plus grande que je ne l'avais compris. Il avait non seulement convaincu Jennifer que j'étais un père inapte, mais aussi que j'aliénais activement les enfants de leur mère. En créant des griefs fictifs des deux côtés, il s'était positionné comme la solution à des problèmes qu'il avait inventés. Je n'ai jamais rien dit de négatif sur toi aux enfants, lui ai-je dit sincèrement. Je veux qu'ils aient une bonne relation avec nous deux. Je le sais maintenant, dit-elle, la voix brisée.
ta tante a expliqué à quel point tu as travaillé dur pour soutenir ton père tout en prenant la garde principale après que ma consommation d'alcool soit devenue incontrôlable. Elle a dit que tu encourageais les enfants à m'aimer, même quand il aurait été plus facile de les retourner contre moi. La conversation a révélé à quel point Richard nous avait manipulés tous les deux, convainquant Jennifer que j'étais son ennemi tout en montant simultanément un dossier prouvant que j'étais un parent inapte. Son plan exigeait que nous restions méfiants et hostiles l'un envers l'autre plutôt que de travailler ensemble pour le bien de nos enfants. Le dépôt de la demande de garde ai-je dit, Carole t'en a parlé. Je ne dépose rien, a dit fermement Jennifer. Jacques, j'étais si confuse et effrayée par ce que ton père me disait que j'ai failli faire une terrible erreur, mais je sais que tu es un bon père. Je sais que ces enfants sont en sécurité et heureux avec toi. Le soulagement était immense. Le plan le plus dangereux de Richard s'était effondré avant de pouvoir détruire ma relation avec mes enfants. La décision de Jennifer de faire confiance à la vérité plutôt qu'à sa manipulation signifiait que Tommy et Emma ne seraient pas soumis à une autre bataille de garde traumatisante. Il m'a montré des photos, a poursuivi Jennifer. Des photos des enfants l'air fatigués ou contrariés, prétendant que c'était la preuve que tu ne t'occupes pas correctement d'eux. Mais Carole m'a aidé à comprendre qu'il documentait des moments normaux de l'enfance et les déformait en preuve de négligence. Le match de football du week-end dernier, ai-je dit, comprenant. Il a pris des photos d'eux après qu'ils aient joué dans la boue. C'est exactement ça. Il m'a montré ces photos et a dit que cela prouvait que tu ne maintenais pas leur hygiène ou ne les supervisais pas adéquatement, mais ce n'étaient que des enfants qui avaient fait du sport et s'étaient amusés. La manipulation psychologique avait été sophistiquée et cruelle, prenant des moments innocents d'activité enfantine et les recadrant en preuve d'échec parental. Richard avait compris que la culpabilité de Jennifer concernant ses propres luttes contre la dépendance la rendrait particulièrement sensible aux accusations sur ma parentalité. Il y a autre chose, a dit Jennifer. Il m'appelle depuis des semaines, me posant des questions suggestives pour savoir si tu as déjà semblé en colère ou impatient avec les enfants. Il essayait de me faire me souvenir d'interactions négatives qu'il pourrait utiliser comme munition. Lui as-tu donné quelque chose qu'il pourrait utiliser? Ai-je demandé, inquiet de ce que Jennifer aurait pu dire lors des expéditions de pêche psychologique de Richard. Non, parce qu'il n'y avait rien à lui donner, a-t-elle dit. Jacques, même pendant nos pires moments, même quand je buvais et que notre mariage s'effondrait, je ne t'ai jamais vu être autre chose que patient et aimant avec Tommy et Emma. C'est pourquoi ces accusations n'ont jamais tout à fait eu de sens pour moi. La validation signifiait tout. Malgré la douleur de notre divorce et ses propres luttes, Jennifer avait maintenu une évaluation honnête de mon caractère en tant que père. La manipulation de Richard l'avait confuse et effrayée, mais elle n'avait pas complètement surmonté sa connaissance directe de ma parentalité. Je veux faire quelque chose pour aider à arranger ça, a poursuivi Jennifer. Les mensonges de ton père auraient pu détruire la stabilité et la sécurité de nos enfants. Ils auraient pu leur faire subir une autre évaluation de garde traumatisante sans aucune raison, si ce n'est son besoin tordu de vengeance. Que veux-tu faire, ai-je demandé. Je veux l'appeler directement et lui dire que je sais qu'il a menti. Je veux qu'il comprenne que sa manipulation a échoué, et que toi et moi allons travailler ensemble pour protéger nos enfants de ces jeux psychologiques. L'idée que Jennifer confronte directement Richard était à la fois attrayante et préoccupante. Son désespoir augmentait à mesure que ses mensonges s'effondraient, et les personnes désespérées prenaient souvent des décisions dangereuses. Sois prudente, les jeux prévenus. Il est en train de tout perdre en ce moment. Son soutien financier est parti. La famille sait qu'il a menti, et ses plans s'effondrent. Les gens dans cette situation peuvent devenir imprévisibles. Je comprends, a-t-elle dit. Mais il doit savoir que sa manipulation a des conséquences, et nos enfants doivent voir que leurs parents sont unis pour les protéger. Après que Jennifer et moi ayons terminé notre conversation, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement, mêlé d'anticipation. Le plan le plus dangereux de Richard avait été neutralisé, mais le règlement de compte pour sa trahison était loin d'être terminé. À l'approche de la soirée, des voitures ont commencé à arriver chez Richard. La camionnette de l'oncle Frank, la berline de tante Carole, le SUV du cousin Pete. La réunion de famille élargie que Richard redoutait était sur le point de commencer, et il devrait faire face aux conséquences de ses mensonges et de sa manipulation systématique. À 18h, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Richard debout sur mon porche, l'air débraillé et les yeux rouges d'épuisement et de larmes. Derrière lui, dans l'allée, je pouvais voir l'oncle Frank qui attendait dans sa camionnette. « Jacques » a dit Richard, sa voix à peine plus qu'un murmure.
S'il te plaît, je dois te parler. À propos de quoi, ai-je demandé, ne l'invitant pas à l'intérieur où Tommy et Emma pourraient entendre une autre conversation d'adultes douloureuse. À propos d'arranger ça, de remettre les choses en ordre, de garder ma famille unie. L'homme qui m'humiliait devant mes enfants 12 heures plus tôt suppliait maintenant le pardon et la réconciliation, mais la transformation semblait plus motivée par le désespoir que par un remords sincère. La réunion de famille ne s'est pas bien passée, ai-je demandé. L'expression de Richard s'est complètement effondrée. Ils veulent que je rembourse l'argent que j'ai emprunté. Ils veulent que je m'excuse publiquement auprès de toi lors de la prochaine réunion de famille. Ils veulent que j'écrive une lettre à Jennifer expliquant que tout ce que je lui ai dit sur ta parentalité était faux. La famille élargie avait imposé des conséquences qui abordaient à la fois les dommages financiers et de réputation que Richard avait causés, mais leurs exigences créaient aussi une opportunité de réparation sincère si Richard était prêt à s'exécuter avec humilité et honnêteté. Frank a dit que si je n'arrange pas ça, je ne suis plus le bienvenu aux réunions de famille, a poursuivi Richard. Carole a dit que j'ai déshonoré la mémoire de maman en mentant à ton sujet après que tu aies tenu ta promesse de prendre soin de moi. La référence aux dernières volontés de ma mère était particulièrement puissante. Elle avait été le centre émotionnel de notre famille, et sa dernière demande de soutien mutuel avait été sacrée pour nous tous. La violation par Richard de cette confiance, en manipulant et en trahissant le fils qu'elle avait demandé de prendre soin de lui, représentait la trahison la plus profonde possible des valeurs familiales. Que veux-tu de moi, ai-je demandé directement. Je veux que tu me donnes une autre chance, a-t-il dit désespérément. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et le respect de la famille. J'irai en thérapie, je trouverai un emploi, j'arrêterai de jouer. S'il te plaît, ne m'abandonne pas complètement. L'aveu sur le jeu a confirmé ce que l'oncle Frank soupçonnait sur l'endroit où l'argent emprunté était réellement allé. Les problèmes financiers de Richard étaient plus complexes que le simple chômage et les frais médicaux, ils incluaient un comportement autodestructeur qui avait gaspillé de l'argent pendant qu'il acceptait mon soutien. Et mes enfants, ai-je demandé. Qu'en est-il des dommages psychologiques que tu leur as causés en coachant Tommy pour qu'il doute de l'amour de son père? Je réparerai ça aussi, a promis Richard. Je leur dirai la vérité sur combien tu les aimes et à quel point tu travailles dur pour prendre soin d'eux. Je réparerai les dommages que j'ai causés. La conversation a duré 20 minutes de plus, avec Richard faisant des promesses et des plaidoyers de plus en plus désespérés. Mais la question la plus importante restait de savoir si son désespoir se traduirait par un changement sincère ou simplement par une manipulation plus sophistiquée. Alors que la camionnette de l'oncle Frank attendait dans l'allée et que Richard implorait le pardon sur mon Porsche, je devais décider si la rédemption était possible ou si certaines trahisons créaient des ruptures permanentes dans les relations familiales. La décision que j'ai prise déterminerait non seulement l'avenir de Richard, mais aussi les leçons que mes enfants apprendraient sur la justice, le pardon et les conséquences de la trahison. 3 mois plus tard, je me trouvais dans la même allée où Richard avait imploré le pardon le jour de Noël. Mais toute la dynamique de notre famille avait fondamentalement changé. L'homme qui s'approchait maintenant de moi se déplaçait avec la dignité tranquille de quelqu'un qui avait affronté honnêtement ses échecs et travaillé systématiquement pour réparer les dommages qu'il avait causés. Richard avait tenu chaque promesse qu'il avait faite en ce soir désespéré de décembre. Moins d'une semaine après notre confrontation, il s'était inscrit en thérapie avec un thérapeute spécialisé dans la dépression et les relations familiales. Les séances ont révélé que sa trahison envers moi provenait d'une profonde honte d'avoir perdu son emploi et d'être devenu financièrement dépendant de son fils, des sentiments qui avaient métastasé en ressentiment et en vengeance plutôt que d'être abordés de manière constructive. La dépendance au jeu que l'oncle Frank avait soupçonné a été confirmée et traitée par un programme en 12 étapes. Richard a découvert qu'il utilisait les visites au casino comme une échappatoire à ses sentiments d'inadéquation, dépensant l'argent emprunté aux membres de sa famille dans l'illusion du contrôle et du succès. Le travail psychologique a été douloureux, mais nécessaire, le forçant à affronter la faiblesse et l'égoïsme qui avaient motivé sa manipulation. Plus important encore, Richard avait tenu sa promesse de réparer sa relation avec Tommy et Emma. Le processus avait été progressif et prudent, supervisé au début pour s'assurer que ses efforts pour réparer les dommages psychologiques qu'il avait causés étaient sincères et efficaces. Il avait admis à Tommy qu'il avait eu tort de poser des questions négatives sur le fait de vivre avec papa, expliquant que grand-père avait été triste et confus et avait fait de très mauvais choix. La conversation avec mon fils de 6 ans avait été déchirante, mais curative. Tommy portait la culpabilité et la confusion des loyautés divisées que le coaching de Richard avait créées, se demandant si aimer grand-père signifiait qu'il devait critiquer papa ou si défendre papa signifiait qu'il trahissait grand-père.
L'aveu honnête de Richard l'avait libéré de ce fardeau émotionnel impossible. Richard avait également écrit la lettre à Jennifer que la famille avait exigée, rétractant formellement chaque accusation qu'il avait faite sur ma parentalité et reconnaissant les mensonges systématiques qu'il avait répandus. Jennifer m'avait partagé des extraits de cette lettre, et l'aveu de Richard de sa manipulation avait été complet et sans ambiguïté. Mais le changement le plus significatif était peut-être la situation professionnelle de Richard. À 62 ans, il avait trouvé un travail à temps partiel dans une quincaillerie locale, un travail qui lui procurait à la fois un revenu et de la dignité. Le travail n'était pas suffisant pour couvrir toutes ses dépenses, mais il démontrait son engagement à réduire sa dépendance financière envers les membres de sa famille. Plus important encore, cela lui donnait un but et une estime de soi qui lui manquaient depuis son licenciement de l'usine. L'arrangement financier que nous avons finalement négocié reflétait ces changements. J'ai accepté d'aider avec les factures essentielles comme les services publics et les frais médicaux, mais Richard couvrait maintenant son paiement hypothécaire et son prêt automobile avec ses propres revenus et économies. L'aide que je fournissais était structurée comme un soutien temporaire pendant qu'il reconstruisait son indépendance financière, et non comme la subvention à durée indéterminée qui avait permis son ressentiment antérieur. Les relations familiales élargies avaient également été réparées grâce aux efforts systématiques de Richard pour reconnaître ses mensonges et sa manipulation. Il avait assisté à la réunion de la famille Martin en février et s'était publiquement excusé pour les fausses histoires qu'il avait répandues à mon sujet, expliquant la dépression et la honte qui avaient motivé son comportement tout en assumant l'entière responsabilité des dommages qu'il avait causés. L'oncle Frank avait été particulièrement magnanime au sujet de l'argent que Richard avait emprunté sous de faux prétextes, acceptant un plan de paiement qui permettait à Richard de rembourser la dette progressivement tout en maintenant sa dignité. Le pardon de la famille avait été conditionnel à l'engagement continu de Richard envers l'honnêteté et la croissance personnelle. Mais il avait aussi été sincère, une fois que ses efforts pour changer sont devenus évidents. Mais la transformation la plus profonde a été la relation de Richard avec mes enfants. Le grand-père qui avait manipulé les émotions de Tommy et photographié les moments innocents d'Emma pour monter un dossier de garde était devenu une source de stabilité et d'amour dans leur vie. Richard comprenait maintenant que son rôle était de soutenir ma parentalité, pas de la saper, et d'ajouter de la joie à la vie des enfants plutôt que de créer une confusion psychologique. Les matchs de football de Tommy étaient devenus des occasions pour 3 générations de se lier plutôt que des moments de photographie secrète et de diffamation. Richard applaudissait avec enthousiasme depuis la ligne de touche, tirait une fierté sincère du développement athlétique de son petit-fils, et offrait des encouragements et un soutien qui renforçaient ma propre parentalité plutôt que de la contredire. Emma avait été trop jeune pour comprendre pleinement les conflits d'adultes qui avaient éclaté à Noël, mais elle avait ressenti la tension et la confusion que la manipulation de Richard avait créée. Voir la gentillesse et le soutien constant de son grand-père au cours des mois suivants avait restauré son sentiment de sécurité familiale et de confiance. Le processus thérapeutique m'avait également aidé à comprendre mon propre rôle dans la facilitation d'une partie du dysfonctionnement qui avait conduit à la trahison de Richard. Mon désir d'honorer les dernières volontés de ma mère m'avait parfois empêché de fixer des limites appropriées ou d'aborder directement les comportements problématiques. Apprendre à aider les membres de la famille tout en maintenant le respect de soi et des attentes claires avait été une leçon cruciale au lendemain de notre crise de Noël. Alors que le printemps arrivait et que notre nouvelle dynamique familiale se stabilisait, j'ai réalisé que la trahison de Richard avait finalement forcé des changements positifs qui n'auraient peut-être jamais eu lieu autrement. Son désespoir de maintenir un faux récit sur son indépendance et mon caractère avait explosé de manière à rendre nécessaire une communication honnête et une véritable réparation des relations. La famille élargie était plus forte et plus connectée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Jennifer et moi coopérions plus efficacement en tant que coparents, unis par notre expérience partagée de la manipulation de Richard et notre engagement à protéger nos enfants des conflits d'adultes. Tommy et Emma avaient un grand-père qui soutenait leur père plutôt que de le saper, et ils avaient appris de précieuses leçons sur l'honnêteté, la responsabilité et la possibilité de rédemption. En ce samedi particulier de mars, alors que je regardais Richard aider Tommy à s'entraîner à la batte dans le jardin pendant qu'Emma cueillait des fleurs pour un bouquet, j'ai réfléchi à la complexité de la justice et du pardon dans les relations familiales. La trahison de Richard avait été cruelle et systématique, motivée par l'égoïsme et la fierté plutôt que par un grief légitime. Le mal qu'il avait failli causer à ma relation avec mes enfants était impardonnable en théorie. Mais les familles ne sont pas des institutions abstraites régies par des principes rigides de justice. Ce sont des collections d'êtres humains imparfaits dont les vies sont entrelacées de manière à rendre une séparation permanente traumatisante pour toutes les personnes impliquées.
La volonté de Richard d'affronter honnêtement ses échecs et de travailler constamment pour réparer les dommages qu'il avait causés avait rendu le pardon possible sans exiger que j'oublie ou que je minimise sa trahison. La leçon que j'ai apprise au cours de ces mois douloureux est que la vraie force exige parfois de protéger les limites et d'exiger des comptes, même des personnes que nous aimons. Permettre un comportement destructeur par loyauté mal avisée ou par peur du conflit conduit souvent à des dommages plus importants qu'une confrontation honnête. Mes enfants avaient besoin de voir leur père défendre sa dignité et son respect, et non accepter des abus pour préserver une fausse paix. Mais ils avaient aussi besoin de voir que la rédemption est possible lorsque quelqu'un s'engage sincèrement à changer. La transformation de Richard de traître manipulateur à grand-père solidaire avait montré à Tommy et Emma que les gens peuvent reconnaître leurs erreurs et travailler pour devenir meilleurs. Cette leçon sur la possibilité de croissance et de réparation leur servirait bien alors qu'ils navigueraient dans leurs propres relations tout au long de leur vie. Alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le jardin et que le rire de mes enfants se mêlait à la voix encourageante de Richard, j'ai ressenti un profond sentiment de paix qui manquait à notre famille depuis bien trop longtemps. La justice avait été rendue par les conséquences et la responsabilité, mais la miséricorde avait également été étendue par l'opportunité de rédemption. L'homme qui m'avait humilié devant mes enfants le matin de Noël était devenu quelqu'un qui célébrait leur réussite et soutenait leur développement émotionnel. Le père qui avait essayé de détruire ma réputation tout en acceptant mon soutien financier était devenu quelqu'un qui assumait la responsabilité de ses actes et travaillait pour mériter le pardon par un changement constant. Plus important encore, Tommy et Emma avaient appris que leur père se battrait pour leur bien-être et leur dignité tout en modélisant également les valeurs de pardon et de rédemption lorsque ces combats étaient gagnés. Ils avaient vu que les relations familiales exigent à la fois des limites et de la grâce, à la fois la responsabilité et la miséricorde. Alors que nous nous réunissions autour de la table du dîner ce soir-là, Richard a offert une bénédiction qui reconnaissait le voyage douloureux que nous avions parcouru ensemble et la gratitude que nous ressentions tous pour l'opportunité de reconstruire nos relations sur une base d'honnêteté et de respect. Le matin de Noël qui avait commencé par la trahison et l'humiliation avait finalement conduit à une compréhension plus profonde et à des liens familiaux plus forts.